Tout de suite, le journal. Regardez là-bas. Micro, allô? Ok. C'est l'heure de votre journal, Madame, Messieurs, et tout de suite les titres. La RDC, Libéria et la Somalie votent en faveur du renouvellement du mandat de la MANUA, saluant le consensus en attendant une confirmation en juin. Et puis le Sénat va se réunir ce mercredi pour examiner la pétition contre le deuxième vice-président Bati Lukwebo dans un contexte de tensions autour du changement de la Constitution. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Le Sénat s'est réuni en plénière ce mercredi 18 mars 2026 pour examiner en séance publique la pétition visant le deuxième vice du président de la Chambre haute, Modeste Bati Lukwebo. Ce point unique à l'ordre du jour intervient dans un contexte de tensions politiques autour de l'initiative des révisions ou changements de la Constitution. L'auteur de cette pétition reproche au deuxième vice de la Chambre haute l'incompétence dans sa gestion. Si on pose le deuxième vice-président du Sénat, quels sont les griefs de l'esprit en charge de la pétition? Merci beaucoup. Nous avons déposé avec mes collègues notre pétition visant le deuxième vice-président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati. Je pense que vous allez lire bientôt la notre pétition que nous avons soulevée. Il y a juste un problème d'incompétence dans ses responsabilités comme deuxième vice-président. N'est-ce pas lié à sa prise de position par rapport à l'émission sur le changement constitutionnel? Je pense que tu viens de me poser la question, je t'ai dit, ça n'a rien à faire avec sa position médiatique. Mais nous, comme sénateurs, nous reprochons de ne pas accomplir sa tâche comme deuxième vice-président du Sénat. Donc il est totalement en dehors. Nous avons trouvé qu'il y a de l'incompétence. C'est pourquoi nous avons saisi d'autres chambres pour que nous puissions orienter bien les choses. C'était donc un propos recueilli par Elie Moguichoun. Et puis, c'est la reprise des activités au Parlement. Après 3 mois de vacances, les députés nationaux ont officiellement lancé la session ordinaire de mars à l'Assemblée nationale. Une rentrée parlementaire marquée par les préoccupations sécuritaires dans l'Est du pays, mais aussi par les questions diplomatiques et économiques évoquées par le président de la Chambre basse de cette session. Sera principalement consacré au contrôle parlementaire et à l'examen des matières législatives. Gaston Bouy. Après 3 mois de vacances parlementaires, les députés nationaux ont regagné la salle de plénière de l'Assemblée nationale pour l'ouverture solennelle de la session ordinaire de mars. Cette rentrée parlementaire intervient dans un contexte particulièrement sensible, marqué notamment par des tensions au Moyen-Orient et la poursuite de l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans ce moment d'ouverture, le speaker de la Chambre basse du Parlement a insisté sur la question sécuritaire préoccupante, appelant à la vigilance et à la mobilisation nationale. Et au cours de cette cérémonie, une minute de silence a été observée en mémoire des compatriotes disparus dans des différents contextes à travers le pays, un moment de recueillement chargé d'émotions dans l'hémicycle. Poursuivant son intervention, le président de l'Assemblée nationale, Ememboji Sangara, est également revenu sur le bien fondé de l'accord de Washington, mettant en avant les avancées diplomatiques enregistrées par la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Honorables députés, estimés collègues, pour revenir à la question sécuritaire, je voudrais préciser que l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, signé le 27 juin 2025 à Washington,
a pour objectif principal de mettre fin à ce cycle infernal d'insécurité dans l'Est de notre pays. Cet accord, conclu sous les auspices de la communauté internationale et validé par les deux chefs d'État en présence du président des États-Unis d'Amérique le 4 décembre 2025, constitue une étape décisive dans la recherche d'une paix durable dans la région de Grand Lac. L'honorable président a par ailleurs évoqué plusieurs autres questions d'intérêt national, notamment la candidature de la République démocratique du Congo au poste du secrétariat général de la francophonie ainsi que la situation économique du pays. Que l'Assemblée nationale entend accompagner avec détermination la candidature de notre compatriote, Mme Juliana Amato Lumumba, portée par le gouvernement de la République démocratique du Congo à la fonction de secrétaire général de l'Organisation internationale. Premier pays francophone du monde, la République démocratique du Congo possède une légitimité particulière pour porter cette ambition et promouvoir une francophonie plus dynamique, plus inclusive et davantage tournée vers les défis contemporains. Pour rappel, la session parlementaire de mars est essentiellement consacrée au contrôle parlementaire et à l'examen des matières législatives, un exercice crucial pour l'action gouvernementale et les fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo. Depuis la salle du congrès de plénière de l'Assemblée nationale, Gaston Bouilly et Dorifor Mayele pour le compte de Bravo Télévision. À la sortie de la plénière d'ouverture de la session de mars, quelques députés nationaux ont réagi à chaud. Ils ont notamment insisté sur le contrôle rigoureux de l'action du gouvernement au cours de cette session. Regardez. Nous venons de rentrer de vacances parlementaires qui étaient suffisamment chargées parce que nous avons sillonné dans notre circonscription pour recueillir leurs desiderata. Il faut noter que particulièrement dans ma circonscription de Kassenga, il y a un sérieux problème d'électricité. La RN5 elle est complètement délabrée et pourtant c'est la colonne vertébrale de notre territoire. Je formule le vœu dans mon rapport parlementaire de pouvoir interpeller le gouvernement afin qu'il trouve la solution parce que chaque fois, cette route, la RN5, elle est budgétisée mais aucune exécution. C'est vraiment un problème très sérieux. Notons également que dans cette rentrée parlementaire, il sera question aussi de la ratification des accords de Washington. Nous allons nous apaisantir pour que nous, comme le représentant légal du peuple, nous puissions être suffisamment informés et discuter et que nous apportions maintenant des explications claires à notre base. Et c'est dans l'intérêt supérieur de la nation que nous pensons que ces accords-là ont été signés. Oui, nous sommes très contents de retourner encore à l'hémicycle pour reprendre avec les sessions parlementaires. Oui, nous avons pu récolter quelques difficultés au niveau de la population et maintenant que nous sommes réunis, nous voulons encore reprendre le même plénière pour que nous puissions encore reprendre toutes les difficultés que nous avons pris en charge au niveau de la population et ainsi chercher les voies et moyens pour reprendre de la bonne manière les sessions de la plénière. Direction primature où la première ministre Judith Suminwa a reçu le lundi à la primature une délégation de l'UNICEF conduite par son directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Gilles Fagdinou. Au centre figuraient les récentes frappes des drones à Goma ayant coûté des vies humaines, dont celle d'une employée humanitaire de l'UNICEF, ainsi que la situation générale de l'enfant en RDC. Images et commentaires. Dans ses propos, Fagdinou a souligné l'importance de soutenir le moral des équipes de l'UNICEF. Le directeur régional de l'UNICEF a par ailleurs salué l'engagement de la Première ministre. Du côté du gouvernement. Son Excellence, Madame la Première ministre, a toujours été un soutien des filles adolescentes, des enfants
de la RDC en général, et nous avons été impressionnés par son niveau de connaissance sur ces sujets. Et elle nous a rassurés, elle nous a donné des informations précises, et nous nous sommes entendus pour nous revoir de temps en temps pour faire le point de la situation. Il y a eu un certain nombre de points sur lesquels, lors de la dernière rencontre que nous avons eue avec elle, on a essayé de faire le point et voir comment accélérer pour aller davantage. Quant à la première ministre, elle a rassuré sur son engagement. Elle demeure un soutien actif des filles, des adolescents et des enfants de la RDC en général. L'échange a également porté sur la situation de l'enfant en RDC. Le directeur régional a relevé le progrès enregistré par le gouvernement congolais et ses partenaires, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts, notamment à travers des mécanismes financiers innovants pour renforcer l'appropriation de ces programmes par les autorités nationales. Les deux parties ont convenu de se rencontrer régulièrement afin de faire le point sur la situation et d'identifier les actions à accélérer pour aller encore plus loin dans la protection et le développement de l'enfant en RDC. Il faut noter que le gouvernement a annoncé le vendredi 13 mars 2026 l'ouverture d'une enquête judiciaire à la suite de la mort de Karine Bouissette, ressortissante française et membre du personnel de l'UNICEF, ainsi que des deux autres personnes. Puis la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyangué Ndambo, a procédé à l'ouverture officielle de la 8e conférence régionale de l'Organisation des communications de l'Afrique de l'Est consacrée à la gestion durable des déchets électriques. Les travaux se tiennent au Fleuve Congo Hôtel du 16 au 20 mars 2026 avec l'appui de l'autorité de régulation de la Poste des télécommunications. Une rencontre en haute couleur réunissant plusieurs décideurs publics, experts, régulateurs, des télécommunications et partenaires régionaux afin de réfléchir aux solutions durables pour la gestion de déchets technologiques en Afrique. Placé sous le thème « Construire une économie circulaire sur le déchet d'équipements électriques et électroniques ». Renforcer les infrastructures régionales, l'innovation et les partenariats pour un développement durable. Dans son discours d'ouverture, la ministre Marie Nyangué Ndambo a souhaité la bienvenue aux participants au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo et a salué le choix porté sur la RDC pour accueillir ces assises régionales. Selon elle, cette décision témoigne de la confiance accordée au pays ainsi que de son rôle dans la promotion d'un développement technologique respectueux de l'environnement. La ministre a également rappelé que, sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la RDC s'est engagée dans une transformation numérique ambitieuse à travers le programme Digital Nation 2030. Une vision qui place la durabilité environnementale au cœur du progrès technologique. Dans cette dynamique, les ministres de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat travaillent à la finalisation de l'évolution du Programme national de gestion des déchets d'équipements électroniques, électriques et pneumatiques. Ces programmes visent notamment à promouvoir une gestion responsable des déchets technologiques et à encourager leur valorisation dans une véritable économie circulaire. L'harmonisation de nos régulations et la coopération régionale sont des clés pour bâtir un marché du recyclage attractif, protecteur et durable. La République démocratique du Congo réaffirme son engagement à contribuer activement à ces chantiers communs. Pour la ministre, les initiatives dans ces domaines constituent également un levier important pour la création d'emplois qualifiés, la promotion de l'innovation industrielle locale et la croissance économique. Avant de déclarer officiellement ouverte la 8e régionale de l'EACO sur la gestion durable des déchets électroniques, la ministre Marie Nyangué Ndambo a invité les participants à des échanges.
audacieux et constructive dont les recommandations devraient orienter les futures politiques publiques dans ces domaines. Rentrons à l'Assemblée nationale. L'ordonnance portant création d'un tribunal financier et de son parquet continue de faire réagir. Les députés Jean-Pierre Passy Zapamba a exprimé sa satisfaction, estimant que cette initiative constitue un signal fort dans la lutte contre la corruption et le renforcement des transparences dans la gestion des finances publiques. On l'écoute au micro de Gaston Bouy. Pour les députés nationaux en général, pour ceux du réseau de parlementaires africains contre la corruption en particulier, c'est une très bonne nouvelle qui met le chef de l'État en dehors de la diplomatie pour la paix en République démocratique du Congo. Voilà un soutien maintenant à la gouvernance. Les parquets financiers étaient très attendus de la part du réseau de parlementaires africains contre la corruption. Il ne suffit pas seulement de promulguer la loi, mais le plus important, c'est la mise en œuvre, la mise en application de cette loi. Donc, il faut que les parquets financiers contre les criminels économiques et financiers soient mis en application pour que demain, le peuple congolais retrouve le sourire. S'il vous plaît, je parle de la mise en application. Il faudra que les criminels économiques et financiers comprennent que les temps sont révolus. Vous aurez affaire au contrôle comme vient de le promettre le président. C'est ça l'argument détail de vacances parlementaires. Autre chose reçue par le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba, en présence du gouverneur Daniel Bumba et des acteurs du secteur, les syndicats des chauffeurs ont exprimé leurs inquiétudes face au durcissement des contrôles routiers et aux nouvelles mesures de sécurité. Au terme des échanges, un consensus a été trouvé pour lever la grève annoncée en attendant la poursuite des consultations en vue des solutions durables. Non, nous avons eu beaucoup d'échanges avec les associations de chauffeurs et leurs syndicats et qui ont déjà levé les mesures de grève. Alors, nous nous sommes organisés à se rencontrer dans une commission donc rapidement pour essayer d'harmoniser les secteurs pour nous permettre à ce que demain déjà que les choses rentrent à la normale. Ils ont apporté leurs préoccupations, mais nous en tant que l'État aussi, nous avons nos préoccupations. Notre préoccupation essentielle, c'est d'abord l'ordre et la sécurité dans la circulation routière. Vous voyez, aujourd'hui, nous pensons qu'il est inadmissible, à la limite inacceptable, que des véhicules visiblement en mauvais état, des véhicules qui occasionnent accidents et donnent la mort à nos concitoyens, de continuer à rouler. Vous voyez, et alors, ils nous ont demandé un moratoire. Mais je me dis, on n'a pas besoin d'un moratoire de 6 mois pour mettre son véhicule en état. Donc, nous allons discuter avec eux, leur faire comprendre le bien fondé de la mesure. Et cela nous permettra, nous tous, d'avoir une circulation, une fluidité harmonieuse dans la vie des gens. Il faudra une plus nuancer. C'est pas qu'on cherche à faire de l'ordre qu'on doit appeler ça tracasserie. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. On ne réinvente pas. Aujourd'hui, il est question d'instaurer l'ordre. Vous voyez, quand on vous demande que vous ayez un camion ou soit un véhicule qui ne favorise pas l'insécurité routière, c'est pas la tracasserie. La tracasserie, c'est aller au-delà de ce qui est demandable. Quand on demande d'avoir tes documents à bord, c'est pas la tracasserie. Quand on demande d'être en ordre en termes d'assurance, en termes de permis de conduire, c'est pas la tracasserie. Donc voilà. On quitte Kinshasa pour la province. Une centaine de familles de déplacés internes originaires des provinces du Nord, Kivu, Sud et Ituri ont observé un sit-in ce mardi 17 mars devant le gouvernorat provincial du Haut-Katanga. Leur objectif, attirer l'attention des autorités de la place sur leurs conditions de vie. Regardez. Je suis un déplacé de Goma. Je suis ici à Lubumbashi. Après que j'ai fui les combats, je suis avec mes frères et sœurs aujourd'hui devant le gouvernorat du Haut-Katanga pour manifester notre regret. Nous sommes rejetés
oubliés et nous souffrons beaucoup depuis que nous sommes arrivés ici à Lubumbashi. Nous avons écrit plusieurs lettres aux autorités de la place pour leur faire comprendre les conditions dans lesquelles nous vivons. Pas de nourriture, pas de médicaments, encore moins une maison pour y habiter décemment. 3 lettres déjà écrites au ministère de l'Intérieur, mais rien n'a été fait. Nous avons même adressé une lettre au président de l'Assemblée provinciale, mais toujours pas de réponse favorable, même après la rencontre avec lui. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons souffrir aussi longtemps que possible, alors que nous sommes tous des Congolais. Nous ne sommes que de simples innocents, victimes de la barbarie rwandaise. On va prendre la page internationale. Aux Émirats arabes unis, la zone pétrolière des Fujairah, située sur la côte est, a été ciblée par une attaque des drones iraniens. L'attaque a provoqué un incendie sur les sites, pas de pertes en vie humaine. Il s'agit de la deuxième frappe en 2 jours contre cette installation stratégique. Suivez. Le pétrole émirati sous le feu des drones iraniens. Les infrastructures pétrolières de Fujairah, déjà prises pour cible samedi, ont de nouveau été touchées ce lundi. De grands panaches de fumée également à une centaine de kilomètres à l'ouest, à Dubaï. Ici, c'est un réservoir de carburant de l'aéroport qui a été frappé par un drone. Pour les gardiens de la Révolution, la justification est simple. Sont visées des bases militaires dont se servent les États-Unis, pays déclencheur de la guerre. Je pense que nos forces armées ont déjà indiqué qu'elles répliqueraient si nos infrastructures pétrolières et énergétiques étaient attaquées. Depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran le 28 février, Téhéran a lancé plus de 2000 frappes de représailles et de drones sur des pays du Golfe. Et les Émirats arabes unis sont ceux qui en ont le plus fait les frais. Ce qui s'est passé est inédit. Et je dirais même que c'est insensé de voir l'Iran s'en prendre précisément à ceux qui ont appelé à la désescalade. Ça ne nous décourage pas car nous sommes tenaces et nous ne nous laissons pas intimider non plus. Les autorités iraniennes affirment cibler toute présence des États-Unis dans la région et menacent désormais de s'en prendre aux entreprises américaines. Et en sport, pour terminer, la République démocratique du Congo sanctionnée par la Fédération internationale de football à la suite du match des barrages pour le mondial dispute en novembre 2025 face au Nigeria. En toile de fond, des incidents survenus dans les tribunes, notamment l'usage des lasers et des jets des projectiles. L'instance mondiale a infligé une amende totale de 6 000 francs suisses, dont 5 000 pour l'utilisation des lasers et 1 000 pour des comportements jugés inappropriés du public. Cette sanction financière reste toutefois sans conséquences sportives. La qualification des Léopards aux barrages intercontinentaux n'est pas remise en cause. C'est la fin de ce journal, mais avant tout, le rappel des titres. La RDC, le Libéria et la Somalie votent en faveur du renouvellement du mandat de la Manoa, saluant le consensus en attendant une confirmation en juin. Et puis dans ce journal, vous avez suivi, le Sénat va se réunir ce mercredi pour examiner la pétition contre le deuxième vice-président Bahati Lukwebo dans un contexte de tension autour du changement de la Constitution. C'est la fin complète de cette édition. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve prochainement pour de nouvelles actualités. Au revoir.